Oui, maintenant nous passons à l'allemand standard car tout sera ensuite traduit par l'IA et sera disponible en direct dans les prochaines semaines. Nous réalisons le deuxième Rap Talk ici à la SAS dans cette merveilleuse zone où se trouvent de nombreux exposants de grande qualité. Soyez les bienvenus et profitez de l'atmosphère. La deuxième émission ici à Berne est pour moi un moment fort, car pour la première fois, nous avons du public, nous avons des candidats de haut niveau. Je suis ravi de réaliser cette émission en collaboration avec Auto und Wirtschaft. RepTalk met en avant la plateforme journalistique sur l'automobile et l'économie. Je vais assurer la modération. Je suis ravi d'avoir ici sur scène quelques experts de haut niveau. Un grand merci également à Laura, qui est responsable de toute l'organisation, et à Jussi Kukiara pour Auto und Wirtschaft. Je vous encourage à vous abonner à ce RepTalk. Vous pouvez également voir différentes émissions du passé. Cela en vaut la peine. On discute des sujets brûlants dans le secteur de la réparation automobile. À ce stade, je tiens à remercier chaleureusement les sponsors actuels. Un tel événement ne peut fonctionner que si nous avons des sponsors. Le sponsor d'or est Axalta André Koch, suivi du sponsor d'argent de Derendinger, où nous sommes ici chez nous. Encore une fois, merci beaucoup de nous permettre de faire cela ici. Ensuite, Rivax et l'entreprise IR Blue Term. Si vous êtes intéressé par le sponsoring ou la participation sur scène, ainsi que par des sujets, n'hésitez pas à nous contacter lors du RepTalk ou sur notre site. Automobile et économie. Bien, nous avons des sujets très passionnants. Nous voulons aborder ces trois sujets dans les 45 prochaines minutes. Remplacement et réparation de pare-brise. Premier sujet important, qu'est-ce qui nous attend? Comment cela va-t-il évoluer dans ce domaine? Deuxième sujet, défi, développement de pièces de rechange. Que nous réservent les prochaines années? Comment évolueront les prix? Qu'est-ce que cela signifie pour le secteur? Et troisième point, également très important pour les entreprises indépendantes, surtout, réparation de véhicules complexes, dans la mécanique, mais aussi dans la carrosserie. Pouvons-nous encore y arriver? L'entreprise indépendante peut-elle vraiment survivre? Et ce groupe prestigieux que j'ai le plaisir d'accueillir ici avec Karl, Patrick, Slavie et Mathias, merci beaucoup pour votre grande disponibilité et flexibilité. Karl Heusi n'a pas besoin d'être présenté PDG de cet événement. Karl déclare dans un communiqué que la réparation à moindre coût est la mission de leurs activités. Que ce soit par des pièces de rechange appropriées ou par des pièces d'origine à prix avantageux, avec des Rendinger. Les coûts de réparation diminuent. Bienvenue, cher Karl, ravi de te voir ici. Patrick, en tant que responsable de la gestion de la chaîne d'approvisionnement Up2 chez AXA Mobility Services. Patrick dit que les exigences des flottes augmentent. Nous misons sur des réparations avec une approche holistique, écologique, économique et efficace. Pour des clients satisfaits et un succès durable sur le marché. Bienvenue à toi aussi, cher Patrick. Ensuite, nous avons Slavie Gavrik. C'est le seul à posséder une entreprise artisanale avec 2 établissements. Il dirige l'entreprise Color Magic et la société Scheiwiller SA, avec 50 employés sous sa responsabilité, maintient un effectif constant de personnel. Les solutions de réparation modernes ne doivent pas seulement économiser des coûts et des ressources, mais nécessitent une précision technique maximale. Surtout pour les systèmes de véhicules liés à la sécurité. Bienvenue, cher Slavie. Enfin, je peux présenter Mathias ici. Il est responsable de la gestion des sinistres chez Post Company Car AG. La plus grande flotte de Suisse est gérée par Post Company Car. Mathias dit « Réparer au lieu de remplacer n'est pas seulement économiquement judicieux, mais c'est aussi une contribution à la protection de l'environnement. » Nous misons sur des solutions de réparation durable pour nos clients et pour l'environnement. Merci infiniment, cher Mathias.
Je souhaite également vous informer que la dernière émission comportait déjà des sujets intéressants. Vous pouvez volontiers retrouver sous RepTalk les thèmes de la dernière émission tels que la durabilité, l'IA dans la carrosserie et la pénurie de main-d'œuvre qualifiée. Alors, nous commençons maintenant par la question d'échauffement. Bien sûr, nous devons savoir comment vont les gens. Carl, tu es le maître de maison ici. Comment se porte actuellement le commerce chez Derandinger? Les affaires se portent très bien. Nous avons commencé l'année de manière très solide et avons pu clôturer le premier semestre de manière très satisfaisante, notamment le secteur de la carrosserie qui connaît une croissance disproportionnée. Nous sommes donc très satisfaits. Je pense que l'environnement du marché nous aide également. Les voitures vieillissent, les ventes de voitures neuves sont en déclin. Ce sont toutes des tendances qui nous aident à réussir dans nos affaires. Je pense qu'avec un tel événement, avec autant de clients et de partenaires, cela aide bien sûr à faire avancer les affaires. Tout va bien, Patrick? Comment se porte votre activité professionnelle en ce moment? Oui, actuellement, nous sommes en train de fusionner avec une entreprise que nous avons récemment acquise. C'est un défi important pour nous, mais nous sommes confiants dans cette démarche. Deux mentalités différentes à réunir. Et sur le marché, c'est perceptible en ce moment. On sent que le service est bien accueilli. Mais ce qui est toujours le plus important, c'est que chaque client souhaite être servi individuellement. Et c'est un défi de taille, mais nous progressons dans la bonne direction. Très bien. Merci beaucoup, Patrick. Bonne chance. Continuez. Oui, Slavie, comment ça se passe chez toi avec tes deux carrosseries? Chez nous, ça se passe très bien. Nous sommes complets depuis des années. Et je pense que la plupart des carrosseries sont bien occupées, celles qui le souhaitent aussi. C'est bon d'entendre que les entreprises ont du travail. Nous avons certes moins de dommages causés par la grêle, comme nous l'avons entendu, mais cela semble tout de même bien pour toi. C'est bon d'entendre ça, Slavie. Voiture de société, Mathias, comment se passent les affaires? Notre entreprise fonctionne bien, très bien même. Bien sûr, nous faisons face à divers défis. D'une part, le groupe Post, de l'autre, la gestion des véhicules pose un véritable challenge pour nous. Des entreprises que nous avons le privilège de servir. Là-bas, les défis sont bien différents. D'une part, Post, bien sûr, les coûts. Et d'autre part, comme l'a également dit Patrick, les clients professionnels, comme nous le disons dans ce segment, sont alors le support client. Les dépenses sont bien entendu très élevées, ce qui nous pose des défis de taille considérable. Mais ça fonctionne. Nous sommes en croissance. Très bien, heureux de l'entendre. Alors, commençons par le premier sujet. Remplacement et réparation des vitres de véhicules. Un sujet qui est sans aucun doute également d'actualité pour les flottes d'assurance et le leasing. Je souhaite entendre les réponses des protagonistes ici. Carl, pourrais-tu me donner ton opinion sur l'évolution des coûts, si je peux te poser cette question en premier, et des dommages dans le secteur de la réparation des vitres? Comment cela va-t-il évoluer dans les prochaines années, selon toi? Ton avis? Un pare-brise, nous le savons tous, n'est plus un simple morceau de verre, mais une pièce hautement complexe et a bien sûr des conséquences en termes de coût. Ainsi, un pare-brise coûtait encore, il y a quelques années, entre 300 et 400 francs. Aujourd'hui, nous sommes dans des gammes de prix qui atteignent jusqu'à 2000 francs et plus. Cela change bien sûr la situation de départ. Nous avons aussi un peu la problématique des caisses maladie. Tout le monde veut des primes d'assurance maladie plus basses, mais le patient veut le meilleur service. Le prestataire, l'hôpital ou le médecin veut prescrire le meilleur service et les caisses maladie, elles ne veulent pas vraiment économiser non plus parce qu'elles ont leur part dans un volume toujours croissant et c'est exactement la même chose avec les pare-brises, avec les assureurs, avec les réparateurs de vitres et avec les automobiles. Très bien. Je demande peut-être à la plus grande flotte de Suisse. Comment ça se passe avec les dégâts de verre? Comment cela progresse-t-il chez toi, Mathias? Oui, chez nous, c'est ainsi. Nous travaillons exclusivement avec un partenaire en verre et nous gérons actuellement 90% des dommages de verre vers ce partenaire de verre.
J'ai vu qu'en moyenne suisse, nous sommes très élevés à ce niveau-là et nous voulons le maintenir ainsi. Pour nous, il est important. Les coûts de réparation sont inclus dans la chaîne de valeur d'un produit ou d'un service et si les coûts augmentent, alors nous sommes tous concernés. Tout devient plus cher pour nous. Pas seulement les primes, mais aussi toutes les autres choses. C'est pourquoi un très grand accent est mis sur ce point. Très bien. Merci beaucoup, Mathias. Mais la question pour les deux autres messieurs, pourquoi répare-t-on encore si peu en Suisse? Quand on lit des études indiquant que le taux de réparation est inférieur à 10%, on pourrait faire beaucoup plus à ce niveau-là. Quelle en est la cause? Chez nous, l'accent est principalement mis sur la réparation du pare-brise. Notre priorité est de maintenir la qualité du service. Cela est également communiqué en conséquence avec le client. Et chez nous aussi, il s'intègre naturellement dans le réseau de réparation. Et là, l'accent principal est vraiment mis là-dessus en premier. Réparer n'est ni vraiment souhaité, ni considéré comme une réponse appropriée. Merci beaucoup. Tu as 2 carrosseries. Comment ça se passe pour toi? Est-ce que tu répares beaucoup ou tu remplaces beaucoup? C'est le sujet qui préoccupe les gens ici. Comment ça se passe pour toi? Nous essayons bien sûr de réparer là où c'est possible. Le client est également derrière, ce qui signifie que nous sommes directement avec le client a ses souhaits, auxquels nous devons répondre d'une manière ou d'une autre. C'est un peu difficile, nous sommes quelque part au milieu. Le client s'attend à une voiture parfaite avec un pare-brise parfait. L'assurance ou la société de leasing s'attend à ce que ce soit aussi bon que possible et économique. Ensuite, nous réparons et le client dit que cela le gêne dans son champ de vision. Un peu difficile pour nous. Il existe cependant des études, ou plutôt des rapports de presse, qui disent qu'en réparant, on pourrait économiser au moins 37 millions. Cela, ce sont finalement les automobilistes qui le paient. Si l'on considère cette étude, ce n'est pas moi qui l'ai inventée, c'est effectivement le cas. AXA dit par exemple que plus de 40 000 pare-brises sont remplacés alors qu'ils pourraient normalement être réparés. La question est pour vous. Comment pouvons-nous encourager cela pour que, en général, sur le marché, dans les ateliers de réparation, en plus de diriger, mais comment peut-on influencer cela autrement? Ces coûts sont finalement payés par les automobilistes. Nous sommes exactement à ce point comme avec les caisses maladie. Parfois, une échographie suffirait, mais tout le monde veut une IRM et l'IRM coûte et c'est finalement le patient qui paie et la problématique est exactement la même. L'automobiliste, comme l'a bien dit Slavie, devrait en fait dire « D'accord, je peux vivre avec la réparation, mais il veut le meilleur pour son véhicule et cela lui est assez égal. Si la prime augmente l'année prochaine, dans ce cas, il veut un nouveau pare-brise. » A-t-il droit à un nouveau pare-brise s'il y a un petit éclat de pierre dedans? Je voudrais faire brièvement référence à la déclaration de Karl. Je pense donc que les ateliers automobiles et de réparation devraient développer leurs connaissances. J'ai le sentiment qu'il y a encore du potentiel là-bas. Comment répare-t-on un pare-brise? Ensuite, ce qui est très important, ce sont aussi les régulateurs, c'est-à-dire la LCR, la loi sur la circulation routière, a modifié cet article à partir du 1er avril 2019. Bien que ces éclats de pierre dans le champ de vision puissent être réparés. J'ai l'impression qu'il faudrait simplement informer davantage. Et là, on pourrait probablement encore augmenter le taux de réparation. Là où il y a des flottes, on peut contrôler. Là, on peut contrôler au moins une grande partie. Cependant, si nous avons un client direct, comme le mentionne Slaoui, il recevra un pare-brise identifié spécifiquement. Je pose alors la question au reste du groupe. Ai-je, en tant qu'automobiliste, le droit d'avoir une étiquette sur ma BMW ou ma Mercedes? Car il y a aussi ceux qui proposent des pare-brises d'origine non étiquetée, ou n'est-ce pas le cas?
Bien sûr, il existe cette alternative. Chez Derendinger, on peut acheter des pare-brises non étiquetés à prix avantageux. Nous proposons également le verre d'origine, également à un prix avantageux. Mais revenons-y, original. J'entends souvent dire que l'original est toujours meilleur à ma connaissance. C'est le même numéro d'identification selon GV Ornum, c'est-à-dire canal BMW avec le numéro BMW canal vitre libre. Je reçois cette vitre identique. Pourquoi ne pas insister sur les vitres non étiquetées que l'assurance paie? Également, j'ai parfaitement le droit de décider. Et pour ce qui concerne la carrosserie, je suis un client désireux d'apposer le logo Mercedes-Benz. Es-tu en mesure de réaliser cela quand je viendrai chez toi? Ai-je le droit? Comment gères-tu cela? Slavie? Pour nous, le client est roi. Avant tout, nous voulons satisfaire le client. Il y a une différence entre les clients privés et les clients de flotte. Pour un utilisateur de véhicules en flotte, c'est le responsable de flotte qui décide de ce qui se passe. Pour un propriétaire privé entretient une relation personnelle avec son véhicule. S'il veut un disque original, alors nous lui installerons le disque original, car nous ne pouvons pas non plus le justifier. Bien sûr, tout le monde dit que c'est le même pare-brise. Mais comment puis-je le prouver au client? Comment puis-je lui faire comprendre que c'est le même pare-brise et que ce n'est plus Mercedes ou Porsche qui est inscrit? Au final, est-ce Saint-Gobain ou une autre marque qui l'emportera? En cas de différence de prix, c'est l'assurance qui prendra en charge cela à la fin de la journée. Si les prix sont les mêmes, je me demande. Tu travailles également avec AXA Mobility Services dans le domaine des assurances. Que dit l'assurance à ce sujet? Est-ce que la clientèle, un carrossier ou un garage peut faire une demande? Qu'un pare-brise d'origine étiqueté soit remplacé? Je travaille probablement chez un assureur, mais je ne travaille pas moi-même dans le secteur des assurances. Ce que je peux te dire, c'est que la discussion lorsqu'un véhicule est retourné au fournisseur de leasing, etc., cette discussion revient sans cesse. Et là, on a souvent un point de désaccord qu'il faut résoudre ensemble. Mais je dis que pour une flotte, l'avantage est que le propriétaire de la flotte est encore aujourd'hui guidé par le TCO. Les coûts doivent être présents et doivent être clairs. Et si on peut les maintenir bas, c'est évidemment d'autant mieux. Mais la réponse, si vraiment le droit existe, là, je dois être honnête, je ne peux pas te la donner. Je ressens de la discussion que la pression, il est nécessaire de privilégier la réparation plutôt que le remplacement. Les dommages sont gérés là où cela est possible de manière logique. De nouvelles idées arriveront probablement sur le marché car la demande est là. Encore 50% des vitres sont remplacées. Comme je l'ai dit plus tôt, plus de 37 millions sont remplacés. Je pense que la pression des assurances, des flottes et du leasing va augmenter. Reprenons maintenant le concept de durabilité pour terminer ce premier thème de manière approfondie. Si nous savons que lors d'une réparation, 80% moins de CO2 est émis, cela devrait être beaucoup plus encouragé par tous les protagonistes. Tu l'as par le contrôle. Mais qui vérifie alors si on peut réparer ou non? Qui décide alors? Ce véhicule? Comme je l'ai déjà mentionné au début, nous avons un réseau de carrosserie et un partenaire verrier. Et il y a bien sûr des directives très claires sur ce qui peut être fait et ce qui ne peut pas l'être. Et nous vérifions cela. Nous vérifions les KPI, nous les vérifions trimestriellement et nous influençons bien sûr aussi. Oui, Jusqu'à présent, nous avons cela sous contrôle. Bien sûr, il y a toujours du potentiel. très bien. Le sujet continuera à nous occuper. Vitres, réparation, remplacement de vitres, là où cela a du sens pour le secteur. Car si nous n'abordons pas cela de manière durable, certaines directives pourraient venir nous contraindre. On entend aussi des assurances qui veulent l'inclure en option et non plus de manière générale en détail. Collaborons avec ces messieurs et ces compagnies d'assurance
pour trouver des solutions sur la manière de continuer à aborder le secteur du verre de manière professionnelle, afin que d'autres ne le fassent pas. C'était le premier sujet. Remplacement et réparation de pare-brise, un sujet intéressant et captivant. Le temps avance, sujet suivant. Défi, développement de pièces de rechange. Nous savons que dans le secteur, dans le domaine de la carrosserie, près de 40% d'une réparation concerne désormais des pièces. Coût des pièces. Cela pousse les carrossiers à la limite, car les marges n'augmentent souvent pas. Là, la réparation au lieu du remplacement est encore plus au centre de l'attention. Pourtant, les prix évoluent de manière extrême. Au cours des 10 dernières années, nous avons constaté une augmentation de plus de 70% des prix des pièces. Cela est dû à de nombreuses raisons. Je veux comprendre les raisons pour lesquelles ces prix des pièces détachées augmentent de manière exponentielle et empêchent de plus en plus de réparations. Karl, tu es le professionnel dans le domaine des pièces détachées. Je l'ai mentionné à l'exemple du pare-brise, les pièces deviennent de plus en plus complexes. Les pneus deviennent de plus en plus grands, de plus en plus lourds, de plus en plus exigeants. Une batterie n'est plus simplement un accumulateur électrique, mais est une structure complexe. Tous les systèmes d'assistance, les pièces deviennent plus chères parce qu'elles sont plus exigeantes, pas simplement parce que l'industrie veut gagner plus. Ensuite, il y a beaucoup de réglementations, beaucoup de bureaucratie qui individualisent aussi les prix des pièces. Mais si nous regardons les dommages moyens dans le domaine de la carrosserie, alors la part des pièces est restée à peu près la même. Elle se situe entre 1600 et 1800 francs, ce que les pièces moyennes coûtent pour un dommage de carrosserie. Parce qu'en partie, il y a aussi moins de gros dommages. Cela affecte surtout le carrossier. Lorsque tu fais une réparation et que tu as une marque de véhicule X et 50% de pièces et que la marge diminue, comment gères-tu cela? Augmentes-tu simplement le taux horaire? Nous ne pouvons pas simplement faire cela. C'est un sujet complexe. Pourquoi les pièces deviennent-elles plus chères? Beaucoup disent que c'est à cause du manque de matières premières, des prix des matières premières. C'est si élevé, je ne sais pas. Chez nous, le sujet est que nous avons aussi les spécifications des fabricants. Divers fabricants disent que le pare-choc ne doit pas être réparé à cause des systèmes d'assistance, ce qui n'est pas toujours vrai à 100%. Pour de nombreuses voitures, il n'existe pas de kit de réparation pour les phares, où le client n'accepte pas un kit de réparation, ou lorsqu'il rend la voiture, alors dit la société de leasing ou le importateur, je n'accepte pas cela. C'est vraiment complexe. Il faudrait tout élaborer ensemble pour que tout le monde aille dans la même direction. Je comprends. Ce qui me manque, c'est que lorsque vous achetez un réfrigérateur, vous avez de A à Z. Quelle est la consommation énergétique de ce réfrigérateur? Lorsque j'achète une voiture, il n'y a pas de différence dans l'assurance, que la réparation soit plus chère ou moins chère. J'aimerais que pour la carrosserie, celui qui achète une voiture en réparation, le prix n'est pas déterminant, comme le sont les coûts de réparation. Nous avons souvent le problème que la voiture est extrêmement chère à réparer. Ensuite, le carrossier est sous pression. Si l'on était au courant que l'achat d'une voiture de la marque XY Galn entraîne des frais d'assurance plus élevés, il faudrait alors l'assurer plus cher pour que l'argent soit là pour payer la réparation, car le carrossier n'y est pour rien. Comment vois-tu cela, Patrick, dans la flotte? Oui, c'est bien sûr un vaste champ de tension qui se crée ou qui s'est créé au fil des années. Je dis que je partage absolument le même avis. Les exigences deviennent de plus en plus difficiles. On demande de plus en plus en ce qui concerne la réparation elle-même. Peut-on ou ne peut-on pas? Nous le remarquons aussi dans les grandes flottes, la discussion qui est menée à ce sujet. Et l'approche que tu as apportée, oui, ce sont certainement des éléments qui sont à l'étude. Mais jusqu'où sommes-nous parvenus désormais? Je ne peux absolument pas encore te donner d'informations.
Mais je sais que sur de tels sujets, des têtes bien plus intelligentes que moi y réfléchissent précisément. Mais ce sujet nous préoccupe tous, car les coûts dans certains domaines augmentent énormément en raison de la technologie et de la sécurité. Mais d'une manière ou d'une autre, il faut bien réparer les voitures. Nous ne voulons pas pousser le bouchon trop loin au point que les voitures deviennent rapidement des pertes totales. À chaque deuxième accident, nous n'en tirons rien. D'ailleurs, nous ne tirons rien non plus de la durabilité. L'environnement, un véhicule qui est éliminé alors qu'il pourrait être réparé, est une charge extrême. Mais la question se pose déjà si nous ne sommes plus concentrés sur ces coûts. À un moment donné, l'assurance voudra-t-elle, comme nous l'entendons parfois, introduire des pièces d'origine ou des pièces OE de l'étranger? Quelle est votre position sur cette tendance que nous entendons également? Peut-être que cela te concerne aussi, Karl. Quel est ton avis là-dessus si soudainement un type d'assurance, nous coopérons avec un fabricant qui introduit des pièces de l'étranger en Suisse, elles sont 20% moins chères ou quelque chose comme ça? Nous sommes prêts, nous avons 2 lignes, nous avons les pièces de rechange dans la carrosserie et nous avons les pièces d'origine. Actuellement, nous avons une coopération avec Audatex Solera concernant le modèle de calcul d'Audatex. Peut-être il faut cliquer sur l'évaluation des dommages pour que les pièces OE alternatives de Derendinger soient affichées. Et la carrosserie voit immédiatement combien d'argent elle peut économiser si elle obtient les pièces d'origine chez nous et non par le canal officiel. Nous sommes déjà là. Nous proposons des solutions actives pour que ces prix de dommages ne montent pas simplement à l'infini. Oui. Mathias, tu as la plus grande flotte. Si tous les millions de pièces que vous avez en un an, comment gérez-vous cela? Achetez-vous les pièces à l'étranger? Est-ce une tendance ou voyez-vous de telles solutions comme alternative? Nous analysons ce composant sur le marché depuis un certain temps et nous avons également constaté cela. C'est un indicateur clé de performance dans notre réseau. Nous vérifions combien de pièces de rechange sont présentes dans le coût total de la facture. Nous sommes bien sûr en dessous de la moyenne. Là encore, nous donnons des directives à notre réseau. Nous disons réparer au lieu de remplacer. Mais la tendance est très claire, les coûts des dommages augmentent en moyenne. Il faut agir pour rétablir la situation. Oui, parce que, merci Mathias, comment ça se passe pour toi? Est-il facile de dire « je répare cette pièce au lieu de la remplacer » Comment cela est-il accepté? Comment l'appliquez-vous dans ces deux ateliers? Oui, il n'est pas toujours facile de réparer. Cela fonctionne déjà dans de nombreux cas. La question est de savoir si les coûts, si le temps est ensuite pris en charge par la réparation. Les systèmes d'assistance fonctionnent-ils ensuite? Parce qu'il y a aussi des voitures qui ont des capteurs dans les portes et pas seulement dans les pare-chocs. Ce sont tous des facteurs qui jouent un rôle. Je sais, cela est remplacé très rapidement. Je suis également contre cela. C'est un bon point. Ce que les clients du marché de ton entourage disent, c'est qu'il y a des différences cantonales. Nous avons par exemple la belle Suisse du Sud, le coin ensoleillé. Là-bas, on remplace beaucoup plus qu'ailleurs. Nous ne savons pas pourquoi. Il est également crucial d'avoir une bonne réparation technique lors des discussions avec le client. C'est aussi une réparation de premier ordre. Mais avoir la prétention de toujours améliorer une pièce neuve ou des pièces de rechange, on entend de divers secteurs, notamment en carrosserie, que ce n'est pas le cas. Comment vois-tu cela, Patrick? Chez nous, il est évident que lorsque des réparations sont effectuées, nous les analysons par la suite. Nous examinons ce qui a été fait ou ce qui n'a pas été fait. Et nous sommes en étroite collaboration avec les clients pour finalement pouvoir présenter les solutions ou en discuter ultérieurement, car ce genre de cas est important pour nous. Et si nous importons des pièces de l'étranger, je ne peux pas le confirmer. Mais il existe ici de très bonnes alternatives. Je veux dire, nous nous connaissons depuis longtemps, Karl. C'est simplement comme ça. Et ensuite,
On regarde bien sûr avec le client lui-même quelle est la meilleure solution pour lui. Et cela a-t-il une influence sur le retour à la fin? J'aimerais encore entendre quelques réponses concernant les pièces étrangères. Si l'on considère que je gère un atelier de carrosserie chez Slavie et qu'il commande une pièce, alors ce véhicule se rend directement chez toi. Lorsque j'intègre les réflexions sur la durabilité où nous sommes tous responsables, si cette pièce est destinée spécifiquement à un client, et nous avons des entreprises suisses, nous avons des fabricants, nous avons des indépendants et nous l'achetons à l'étranger. Est-ce raisonnable si je prends en compte les réflexions sur la durabilité, si des milliers de composants de carrosserie parcourent la Suisse d'un bout à l'autre? De mon point de vue, c'est clairement non. Non, définitivement pas. Les coûts de transport doivent être clairement pris en compte. Je ne le vois définitivement pas. Il faut examiner l'approche, mais à l'heure actuelle, je ne le vois pas. Puis-je encore faire brièvement référence à la déclaration de Patrick? Je trouve important que les dommages, le calcul, que ce soit pour déterminer si une réparation doit être effectuée ou non, doivent être évalués à l'avance. Il existe déjà aujourd'hui des évaluations de dommages pilotées par l'IA. C'est là que l'approche doit être posée. Ce sera l'avenir. Cela nous aidera tous. L'approche doit être de réparer plutôt que de remplacer. Il est clair qu'on ne peut pas tout réparer. Mais je pense que cela peut s'apprendre, cela doit croître. Mais cela doit être l'approche. Nous entendons cela aussi du marché. Quand je reçois un retour de Slavie, le client est roi, le client doit être un partenaire. Mais ce que je ressens souvent, c'est que le client n'a pas confiance que sa réparation soit équivalente, comme on dit. Je crois que c'est aussi notre tâche, à tous, de vendre la réparation, de vendre en heures. Les pièces seront de toute façon remplacées là où c'est nécessaire. Mais nous devons apporter de la valeur ajoutée aux clients. Et comment pouvons-nous y parvenir? Quelle est notre mission à tous? Même si tu parles de vendre des heures, ces coûts horaires ont un prix en Suisse. Nous parlons d'environ 160 francs de taux horaires pour un carrossier dans la moyenne. C'est à prendre en compte lors de la réparation par rapport au remplacement. Et personne ne veut assumer ces coûts. Nous évoluons dans un champ de tension. Absolument. Il s'agit de la discussion comme je l'entends. Il s'agit de ne pas laisser le taux de pièces augmenter davantage, car sinon d'autres voies pourraient être empruntées, éventuellement. Nous entendons déjà du marché suisse que des produits parallèles seraient livrés de l'étranger. Je pense que, comme j'ai entendu, ce n'est pas dans ton intérêt, surtout pour la grande flotte. Vous achetez les pièces là où c'est nécessaire, mais c'est une interaction. Fabricant, nous avons des flottes. Nous avons le réparateur qui a le client et nous avons de plus grandes flottes. Je pense qu'il faut trouver une solution ensemble, car sinon des acteurs vont entrer sur le marché. Si nous parvenons à sensibiliser les clients à la durabilité, comment pouvons-nous faire en sorte que le client le ressente lors d'une réparation? Est-il prêt à comprendre qu'une réparation est beaucoup plus durable? Nous savons que lorsqu'on présente une étude AXA, si nous réparons davantage en Suisse, nous économiserions 1000 tas de CO2. Ce n'est donc pas une invention de notre part. On peut économiser humilité si nous réparons davantage. Je pense que nous n'en sommes pas encore au point où tout le monde comprend qu'il faut réparer plus, souvent. Vous pouvez le gérer, mais comment Slawi doit-il faire si je viens en tant que client privé? Quelles approches existent? Comment encourager plus de réparations à être effectuées? Que pouvons-nous faire ensemble? Un grand sujet est certainement le personnel. C'est aussi encore notre obstacle que les employés soient disposés à réparer, qu'ils apprennent à réparer cela. Formation? Oui, c'est vrai. Il y a un potentiel d'amélioration pour les carrosseries. Les gens soient formés et éduqués pour qu'on répare plus au lieu de remplacer. Ensuite, il y a l'interaction avec les clients où il faut expliquer et vendre cela.
Nous devrions tous suivre un chemin commun, chercher des solutions avec les assurances. Comment faisons-nous cela? Car de nos jours, on peut acheter un appareil de mesure sur Internet et ensuite mesurer. Et dès que le vernis est un peu plus épais, on dit que ce n'est pas correctement réparé. Que signifie réparer correctement? Combien d'efforts? Le client a de plus en plus d'exigences car il s'informe. Je voudrais conclure en réitérant l'approche de Mathias. À la fin de la journée, il s'agit de vendre cela aussi. Si un automobiliste vient et a un dommage, c'est la tâche d'une entreprise, c'est ce que j'entends, que la réparation soit vendue, ce qui est faisable, et de former les gens. Cette tendance va arriver. Nous devrons encore faire beaucoup d'efforts pour que nous puissions continuer ce business et ne pas finir par jeter les voitures. Car la mobilité électrique, les véhicules électriques tendent davantage à être des articles jetables. C'est ce que j'entends du marché. S'ils ne sont pas réparés là-bas, les voitures seront probablement plus loin. Sinon, personne n'en profite. Exactement. La dernière phrase, peut-être. Peut-être que je ressens encore cette émotion intérieure. Si nous pouvons diriger une flotte, comment pouvez-vous gérer des entreprises qui suivent clairement l'approche Green Repair et qui la mettent en œuvre là-bas? Alors nous avons déjà fait le premier pas dans cette direction et le contrôle, le suivi est relativement important chez nous. Je suppose que c'est pareil chez vous. Et ensuite, on vérifie si c'est réparé exactement comme nous le voulions. Je pense que nous sommes déjà sur la bonne voie, mais qu'il y a encore plus à faire. Nous avons encore de la marge. Mathias, ton mot de la fin sur le sujet. Des pièces de rechange difficiles? Exactement. Peut-être encore une référence aux flottes. Là, l'approche devrait être que la comptabilisation du CO2 soit utilisée comme système de gestion. À un moment donné, une entreprise doit avoir un rapport de durabilité et pouvoir le démontrer. Cela doit être l'approche. Les gens doivent de comprendre que réparer au lieu de remplacer n'est pas toujours la meilleure solution, économiquement comme écologiquement. Merci beaucoup. J'entends que les grandes flottes et les assurances influencent de plus en plus les entreprises où la durabilité est mise en pratique. Également de manière prouvée avec des systèmes intelligents. Cela nous attend. Nous sommes impatients de voir comment vous allez progresser. Je fais le lien avec le troisième et dernier sujet important et intéressant, à savoir les réparations de véhicules hautement complexes. Au Swiss Automotive Show, nous avons une multitude de fournisseurs qui disposent d'un savoir-faire impressionnant. Mais allons-nous réussir à le faire? Dans 10 ans, un atelier indépendant pourra-t-il encore réparer les véhicules qui lui seront confiés? Je regarde le réparateur avec 50 employés. Peux-tu encore le faire si je viens chez toi avec mon véhicule XEGI entièrement numérique? Ou dois-je aller chez le concessionnaire de la marque? Comment penses-tu dans l'histoire? Cela continuera sûrement à être le cas, que nous y parvenions. Il y a beaucoup de défis avec les systèmes d'assistance. Le plus grand défi est la protection des composants. Où les nouvelles pièces sont installées. Mais il y a aussi des solutions. Dans les concessions automobiles, les employés sont les mêmes personnes qui travaillent que chez moi. Ils ne sont pas plus compétents, ils ne peuvent pas mieux faire. Ce sont les mêmes conditions. Ce sont tous des tôliers ou des peintres. Ils sont formés. S'ils le veulent et que la technique les attire. Je remarque que beaucoup de gens aiment s'occuper. Ils prennent volontiers le temps pour la Tesla, puis ils font la mise à niveau et le nouvel auto-apprentissage. Chez Tesla, cela se passe relativement bien, même sans aucun appareil de diagnostic. Je pense que ce sera encore possible. Malgré la 10 ans. demande, tu as un atelier de réparation multimarque. Tu as des véhicules différents chaque jour. Est-il envisageable d'organiser des sessions de formation pour le personnel sur les divers modèles dans le futur? Beaucoup de voitures sont similaires. Pour certains groupes, la similitude des voitures, des fonctions. On peut alors tirer des conclusions.
Il existe des aides où l'on peut obtenir les guides de réparation. Quand on a travaillé sur une voiture de la marque, c'est comme ça pour chaque nouveau modèle. Un nouveau modèle arrive, tu n'as aucune idée, et puis tu en fais un. À un moment donné, tu as besoin de 10 minutes pour un pare-choc. Quand je demande de l'aide, je regarde Karl. Nous avons ici dans cette salle un nombre incroyable de fabricants ou de fournisseurs. Cherche-t-on de l'aide auprès de ces fournisseurs pour continuer à faire vivre les entreprises multimarques? Comment vois-tu cela? Exactement. Nous ne vendons pas seulement des pièces, nous vendons aussi des données et nous vendons de plus en plus de données. Tout le flux d'informations pour le réparateur est un business important et un outil essentiel. Et Slavie, ce que tu as dit me semble, je le renforcerai même. Tes gens sont sûrement de meilleures personnes que celles qui travaillent dans une concession de marque. Car ils ont aujourd'hui une Tesla, demain une Citroën, après-demain une Fiat. Ils sont futés, ils savent quoi faire. Ils n'ont pas aujourd'hui une Audi, demain une Audi, après-demain une Audi. Donc ce sont des gens qui sont éveillés et, comme tu l'as dit, veulent aussi trouver une solution et savent également comment la trouver. Alors, la personne est en forme, il est tous les jours à la salle de sport. Signé sans aucune objection, parce que les différents réseaux proposés qui ont été réparés plusieurs fois, ce sont des choses que nous avons observées et elles avancent très bien. Je suis également d'accord avec ce que Slavie a exprimé. Il a toujours quelque chose de nouveau et doit constamment s'adapter et ensuite tout prendre en charge. Et le flux de données, ce sera à l'avenir le plus important pour pouvoir vérifier quoi, où, comment. Et quand je regarde autour de moi ici et que tout est interconnecté, je ne m'inquiète pas trop. Parce que si vraiment il n'y a plus que pas de concurrence, alors cela deviendra relativement difficile. Cette disparition des garages, dont on parle depuis 20 ans, n'a pas lieu. Il en va de même pour une survie indépendante de la carrosserie. Mais néanmoins, pour défendre les fabricants, ils doivent réparer selon les spécifications du fabricant. J'ai récemment vu un reportage sur un phare, ils ne peuvent pas faire certaines choses. C'est-à-dire, pour eux, en tant que fabricants, comme tu l'as dit tout à l'heure à propos d'un pare-choc, cela ne leur est pas indifférent. Ils aimeraient peut-être si les directives sont là. Mais comment gérons-nous cela? Ils ne font que suivre le fabricant. Le problème n'est donc pas l'importateur ou le concessionnaire, mais les fabricants. Retour aux fabricants. Ce sont eux qui donnent les directives, pas l'importateur ou le concessionnaire. N'est-ce pas, Mathias? Oui, c'est un bon sujet. Les fabricants définissent les valeurs lumineuses et les méthodes de réparation. Cela sera certainement un sujet qui a encore beaucoup de potentiel. A pris une direction opposée, mais je ne connais pas la solution aujourd'hui. Ce qui est dit de la marque, parfois tu prends une jante, là où il n'y a en fait pas d'autorisation pour la réparation. On jette énormément de bons produits au lieu de les réparer. Il y a encore beaucoup à faire. L'Association suisse de carrosserie propose également des modèles avec Repairpedia, qui offrent une plateforme pour les guides de réparation, ou aussi avec les informations de données de Derandinger. Nous pouvons déjà nous aider. En résumé, je constate que les fabricants imposent des directives lors de la production des voitures. Ils ont surtout, d'après ce que nous entendons, l'intérêt de vendre des pièces. Ce n'est pas toujours la faute des concessionnaires de la marque ici, mais des fabricants, car cet A à Z n'est pas présent. Il faudrait probablement pouvoir y prêter plus d'attention. Peut-être puis-je raconter un autre exemple. Nous faisons une évaluation des pièces de rechange par rapport aux coûts totaux. Environ 30% de nos réseaux de carrosserie fonctionnent sous des marques multiples. 30%? Oui. Et pour les fabricants, c'est-à-dire les marques, cela revient presque à 2 fois plus. Il est plutôt évident. Quand on va chez un représentant de marque, il y a plus de remplacements. Les informations ne sont pas toujours correctes non plus. Je me suis vraiment penché sur la question. Nous avons beaucoup de retours.
Le sujet est toujours la réparation. Puis il est arrivé qu'un fabricant, c'est-à-dire un importateur, ait dit que ce pare-choc est peint. Cela n'est pas accepté. Ensuite, j'ai examiné les spécifications en détail. Il y a une spécification du fabricant qui dit, et ce n'est pas correct, que le pare-choc ne peut pas du tout être réparé. Ce n'est pas vrai. Il y a des endroits où il ne peut pas être mastiqué, réparé. Et il y a des endroits où il ne peut pas être surfacé. Mais il peut être réparé. Mais ils disent qu'il ne peut pas être réparé. Mais ce n'est pas vrai. Pendant la période Covid, nous avons vu combien plus de réparations ont été effectuées parce que nous n'avions pas la pièce. Tout à coup, on pouvait réparer les pare-chocs. Mais encore une fois, pour défendre les fabricants, ils doivent aussi respecter leurs directives. Ils ne peuvent pas faire certaines choses. C'est ce qu'on entend. Mais j'ai encore une dernière question sur cette réparation de véhicules complexes. Si une assurance, quelle qu'elle soit, dirige un véhicule, j'ai une assurance X qui dirige la voiture dans un atelier indépendant qui sait bien faire cela, mais il se passe quelque chose. Le véhicule subit un accident. Qui intervient pour le problème? La voiture a été transférée de l'atelier spécialisé à un atelier non spécialisé, pour ainsi dire. Qui est responsable? Et comment y faire face? Le réparateur est responsable de la qualité de son travail, qu'il s'agisse d'un atelier agréé ou indépendant. Cela, et c'est clair, la qualité du travail doit être correcte et les exigences augmentent avec tout le calibrage des systèmes d'assistance après la réparation. C'est un énorme défi à relever dès à présent. Et des réclamations peuvent également survenir. Cependant, lorsque l'entreprise libre ou la marque opère conformément aux directives établies, la qualité sera alors perçue. Vu, Monsieur Slavey, vous êtes responsable de la bonne réparation. Ma question va un peu plus loin. Je suis automobiliste, j'ai une assurance. Maintenant, l'assurance dit que je dois aller chez cet atelier. C'est explicite? D'accord, tu es responsable. Mais qu'en est-il de l'image de l'assurance? Que se passe-t-il si, en tant qu'assuré, je dis que je dois aller chez cet atelier? Oui, tu assumes la responsabilité, mais maintenant, la question est de savoir ce que fait l'assurance. Elle dit que ce n'est pas un problème, mais ils ont bien dirigé. Je me demande donc si l'assurance n'assume pas du tout la responsabilité pour la direction directe. Donc le réparateur est toujours responsable. Celui qui répare la voiture est responsable. Et si quelque chose tourne mal, cela peut aussi arriver dans la concession de la marque. Cela peut arriver partout. Cela signifie que nous sommes responsables de notre réparation. Si cela a à voir avec la réparation, c'est aussi important. C'est ainsi, peu importe qui le fait. Et l'assurance peut se justifier. Le client obtient généralement une meilleure prime s'il choisit de laisser son véhicule être dirigé vers l'atelier partenaire. Et c'est ce qu'il a choisi. Il peut dire non, je ne choisis pas cela, ou il peut quand même décider. En Suisse, en général, il n'y a pas d'obligation, tu dois aller là-bas. Cela signifie que tu peux toujours aller chez le concessionnaire de la marque. Tu payes simplement 500 francs de plus de franchise, ce que la plupart ne veulent pas non plus. Donc, je vois que le carrossier s'occupe de tout et qu'il cherche de l'aide. Je comprends aussi que la gestion sur le marché ne pose pas de problème. Pas pour les flottes de toute façon. Ce sont tes véhicules, même pour les clients privés. Est-ce correct? Entends-tu cela aussi du marché? Eh bien, le mot « doit » m'a dérangé tout à l'heure. Le « doit » m'a dérangé parce que je peux encore décider moi-même si je le fais ou non. Et si j'ai signé le contrat de cette manière et que je ne le fais pas, alors il faut simplement en assumer les conséquences. Mais en résumé, les entreprises indépendantes peuvent continuer à offrir la qualité nécessaire avec le soutien requis. Je comprends très bien cela. Le défi est la formation et le perfectionnement des employés. Il existe différents domaines. Je tiens à rappeler qu'il y a énormément de possibilités chez Derendinger, même dans le domaine des garages, non seulement en mécanique, mais aussi en carrosserie. Nous sommes sur le point de terminer le troisième domaine. Pour conclure, je souhaiterais tirer un thème de votre conclusion.
et ce que vous en retirez pour nos invités, pour nos auditeurs. Que pouvez-vous leur dire? Je commence par l'autre. Cher Karl, que peux-tu tirer de cette conversation ou transmettre comme conclusion? Travail, oui, je suis très heureux de transmettre ma déclaration initiale que tu as lue. La mission que nous avons chez Derendinger consiste à maintenir les coûts bas avec des offres de pièces alternatives et de pièces d'origine à bas prix. Très bien. Merci beaucoup. Patrick. Ta conclusion? Ma conclusion est donc que je ne me fais pas de soucis pour notre entreprise, mais simplement pour la rapidité avec laquelle nous abordons les nouveaux sujets. Mais pour le métier, tu l'as dit au début, les garages meurent, nous l'entendons depuis longtemps, et ils sont là aujourd'hui et continuent de croître. Et de ce fait, je ne m'inquiète pas. Et bien sûr, chez nous aussi, c'est ainsi que nous, et je l'assume, cherchons pour le client la meilleure forme de réparation afin de pouvoir mettre en œuvre quelque chose de manière plus efficace et durable. Bien, Flavie. Diriger 2 entreprises, ce n'est pas une solution facile. Chaque jour, de nouveaux défis, des véhicules, le changement. Que retiens-tu de cette conversation? Que peux-tu transmettre? Pour moi, réparer avant de remplacer est certainement un grand sujet. Cela fait un moment que j'y réfléchis. Je vais maintenant m'y atteler sérieusement. Donc, vraiment intensément avec la collaboration des assurances avec lesquelles nous travaillons, les sociétés de leasing, etc. Que les gens soient simplement mieux formés, que même les vitres. J'aimerais aussi ramener une partie du commerce des vitres dans les carrosseries. Nous l'avons perdu. Mais il l'a dit, ils ne se dirigent pas vers les carrosseries. La plupart ne le font pas, c'est en partie de notre faute. J'aimerais aborder cela pour qu'une partie revienne chez nous, que nous devenions plus flexibles, que nous réparions davantage, que nous disions, d'accord, tu n'as pas besoin de payer 250 francs pour l'heure, mais que nous ayons un accord quelconque, ça fonctionne. Nous le voyons. J'entends que tu peux développer la volonté de flexibilité, d'adaptabilité, ce qui est incroyablement important à notre époque, et que les exigences des assurances flottent, ce qui est très important pour notre entreprise, pour tous que tu les écoutes. Si je peux donner le mot de la fin à Mathias, j'ai entendu auparavant à quel point c'est important, que ton réseau le vive et que tu le mesures aussi. Cela signifie une exigence également pour le carrossier, pour les garages, respecter les attentes de cette flotte de leasing. Alors, vous obtiendrez aussi du travail ou ferez partie de l'arbre. Comment vois-tu cela, cher Mathias? Ma conclusion est que nous sommes sur la bonne voie. Même le secteur est sur la bonne voie. Je crois qu'il faut maintenant utiliser correctement les outils. Le contrôle est important. Réparer au lieu de remplacer là où c'est possible. Encourager les employés. Former ceux qui sont capables d'effectuer ces réparations. Pour moi, tout cela plaide en faveur des réseaux. Je retiens cela. J'aimerais bien continuer à approfondir ce sujet. Je vous remercie énormément. Je n'ai pas d'autres commentaires à ajouter. Je suis d'accord avec l'opinion partagée par un groupe d'experts sur ce sujet crucial. Je voudrais vous demander d'applaudir chaleureusement pour la participation, pour ce qui est mis à disposition ici. Je pense que nous avons vu que nous pouvons encore tirer profit de certaines choses. Je tiens à vous informer que l'émission d'aujourd'hui est enregistrée. L'émission sera mise en ligne la semaine prochaine en allemand et en français. Cela signifie que les messieurs parleront aussi français. L'IA nous salue. Consultez ce reptalk.ch. Vous pouvez écouter le sujet. C'est une bonne plateforme pour s'orienter avec des personnes qui ont quelque chose à dire dans le secteur. Le 3e Reptalk aura lieu en novembre avec des sujets d'actualité brûlants. Je voudrais vous encourager, si vous souhaitez être présent sur scène, sur le podium, venez vers nous, vers Auto & Wirtschaft ou vers Reptalk. Si vous avez des sujets que vous aimeriez aborder, reptalk.ch est à votre disposition. Je remercie également Auto & Wirtschaft pour la plateforme journalistique, pour avoir rendu cette plateforme possible.
Il est important que nous abordions ces sujets. Nous devons les évoquer. Se contenter de l'annonce ne suffit pas. Nous devons aller sur le terrain. Nous devons avoir des experts à la table. Nous écoutons vos besoins, là où le bas blesse et comment les fournisseurs se positionnent sur le marché. Enfin et surtout, nous sommes bien sûr très reconnaissants envers les sponsors. Encore un grand merci à Axalta en tant que sponsor principal. Je tiens également à remercier la société d'Erendinger en tant que sponsor argent. C'est très apprécié. Ensuite, l'entreprise Rivax et l'entreprise IR Blue Term qui soutiennent notre émission. Si vous souhaitez participer et nous soutenir, vous êtes très bienvenus. Cela en vaut la peine. Le tout sera dans un avenir proche, massivement commercialisé. Dans ce sens, nous sommes déjà à la fin de cette émission. Je tiens à remercier encore une fois Laura et l'équipe pour leur travail considérable. Ce n'est pas si évident de faire un enregistrement dans un bruit relativement élevé. Mais je pense que c'était un temps bien investi pour les clients qui se réorientaient. Profitez de cette chance avec la SAS. Je veux encore faire de la pub ici. Profitez de ces discussions, de cette communication qui a lieu ici, un savoir-faire concentré avec lequel nous pouvons répondre à ces exigences. Un grand merci à tous les spectateurs et spectatrices pour leur présence lors de ce Rep Talk. Au plaisir de vous retrouver bientôt. Merci et passez une excellente journée.